Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Michel, de l'invitation au nom de l'UNAFAM, que je remercie aussi beaucoup et que je félicite surtout tous les organisateurs pour la très très belle journée que nous vivons. Et je suis ravi d'être là depuis ce matin. Je vais effectivement aborder la question très large des psychothérapies. Évidemment, en peu de temps par rapport au sujet, mais je crois que c'était le cas pour chacune des interventions de la journée. En vous parlant, j'ai essayé de faire un point. Ce qu'on me demandait un peu, c'est l'évolution des méthodes et des moyens disponibles au cours des dernières années. Et vous verrez que j'ai été un petit peu égocentré. J'ai pris ma propre évolution personnelle au cours de ma pratique de psychiatre pour voir les changements en cours de route depuis le début de mon activité. Alors très globalement déjà, qu'est-ce qu'on appelle la psychothérapie? On pourrait disserter longtemps là-dessus. C'est les traitements qui sont basés avant tout par des méthodes psychologiques. Et méthodes psychologiques, finalement, ça peut être très très large. Et notamment, on va exclure, ça c'est un peu par principe parce que ça pourrait se discuter, un certain nombre de méthodes qui peuvent comporter des éléments psychologiques, mais qu'on exclut classiquement des psychothérapies. On reviendra tout à l'heure, juste après, sur les méthodes de remédiation. Donc c'est une méthode à part entière. Mais il y a aussi l'éducation thérapeutique qui comporte des éléments de psychothérapie ou inversement. La réhabilitation très large qu'on a abordé surtout ce matin. Ce qu'on appelait avant les thérapies institutionnelles, qui sont souvent basées sur des équipes de soins et donc forcément des méthodes psychologiques. Et puis tout ce qui est plutôt à médiation corporelle ou artistique notamment. Là aussi, il y a de la psychologie, mais classiquement, dans notre approche un petit peu professionnelle, ce sont des éléments différents. Donc c'est juste pour vous dire ce dont on ne va pas parler pour développer finalement une approche un peu centrale qui est basée sur les méthodes de psychothérapie. Alors vous savez forcément, il y a beaucoup de propositions qui se différencient les unes des autres par des éléments qui sont à la fois de principes théoriques. Il y a souvent des écoles de pensée sous-jacentes aux psychothérapies. Puis parfois c'est l'inverse, c'est les psychothérapies qui ont créé des écoles de pensée à partir de la pratique. C'est assez intéressant. Les modalités d'utilisation sont assez variées. Alors, on a tous l'image du fameux divan freudien qui n'existe quasiment plus, je pense, en tout cas dans les soins courants. La psychothérapie, c'est souvent un échange de face à face avec le thérapeute, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Il y a des thérapies, notamment comportementales, qui se passent vraiment in vivo, comme on dit. Ça peut être aussi d'autres procédures. Les méthodes se différencient aussi selon leurs objectifs. Bon, je vous raconte, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder. Les objectifs, c'est, parce que les images finalement, ce ne sont que des images. Donc c'est de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va soigner. Et c'est très varié. Vous pouvez aller voir un thérapeute pour soigner votre dépression, pour soigner votre phobie, mais vous pouvez aussi aller le voir pour mieux vous connaître, augmenter l'estime que vous avez de vous-même, mieux fonctionner avec les autres. Donc à chaque fois, quand même des objectifs qui sont souvent très éloignés les uns des autres, qui va compliquer les choses quand on va justement essayer de les comparer. C'est un élément important. Et puis, dernier point que j'avais mis, c'était sur la durée, tout simplement. C'est un élément pratique fondamental. Une thérapie, ça peut durer 3 séances. Et c'est le cas parfois pour certaines choses, justement selon les objectifs. Ça peut durer aussi 3 mois, 3 ans, et puis normalement pas beaucoup plus. Pas 30 en général, mais bon, quoique, on a vu. Et puis le dernier point que j'avais mis aussi, là, vous pouvez peut-être remettre parce que j'y ai travaillé, c'est les aspects suivants. C'est moi, faire deux choses à la fois. Les aspects, notamment de tarifs, qui sont, on sait bien, pas toujours les mêmes. Et puis, heureusement, j'allais dire, il y a toujours un ingrédient principal qui est le thérapeute. Et quelle que soit la méthode, on sait que le thérapeute est essentiel et que là, c'est une variable individuelle qui sera évidemment à prendre en compte quand on va faire un choix aussi de démarche. Alors, la liste des méthodes, elle est très longue. J'en ai pris un exemple là, sur, je crois, qui était proposé dans Wikipédia. Vous voyez rien, c'est normal. C'est juste pour montrer que c'est beaucoup. Une liste infinie, on pourrait dire, mais là, il y en a déjà plusieurs dizaines. Il y a de tout et de rien. Alors, il y a oui, par exemple, j'en ai extrait quelques-uns qui me paraissent les plus intéressants. L'arbre de la graine, dans la graine, session d'initiation à la psychosynthèse, la méthode de libération des cuirasses, c'est une méthode corporelle quand même apparemment en premier lieu, ou le mouvement international d'écologie libidinale qui est classé dans les psychothérapies. Alors ça peut être très folklorique, ça peut être un peu moins folklorique comme ça d'apparence, quoique
Moi, j'ai entendu parler par mes patients du TIPI, qui est un peu en vogue sur les réseaux sociaux, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes, voire un peu plus quand même tiré par les cheveux, le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Ah ben, ne riez pas. L'EFT qui a plutôt une bonne image comme ça dans le grand, enfin qui est même parmi les professionnels qui a une certaine image qui ressemble à d'autres méthodes qu'on utilise réellement. À chaque fois, il y a souvent des ingrédients vraiment pertinents. Qui sont des méthodes de thérapie qu'on retrouve dans les méthodes classiques. Bon, après, le côté gênant, c'est souvent l'habillage, le côté souvent très commercial, hein, quand même, qu'il peut y avoir, et l'absence d'encadrement. Et pour faire le lien avec le traitement psychotrope, en général, il y a moins d'effets secondaires avec les psychothérapies qu'avec les psychotropes, mais il y a au moins 3 choses que nous, on essaye d'encadrer. C'est d'une part qu'il n'y ait pas d'escroquerie quand même derrière, parce que c'est un domaine potentiellement à risque, qu'il n'y ait pas de manipulation par des esprits plus ou moins mal intentionnés. Ça va jusqu'au, vous savez bien, au risque sectaire, hein, quand même, dans certains cas, avec des personnes vulnérables. Et puis le troisième point, c'est la perte de chance. C'est-à-dire que, je disais aussi tout à l'heure, le fait de ne pas se soigner avec une méthode utile alors qu'il en existe. Hein. Donc c'est un peu ça qu'on peut encadrer, parce qu'après, tout le monde est libre d'aller voir qui veut, à partir du moment où on n'affiche pas des ambitions qui seraient en tout cas biaisées. Donc il y a ces aspects folkloriques et puis il y a la réalité quand même de choses qui existent et donc on peut voir un certain nombre de progrès et ça c'est l'aspect quand même positif que j'ai envie d'avoir du recul que je vous disais j'en ai depuis à peu près on va dire 25 ans depuis le début en tout cas de ma pratique de psychiatre au départ comme interne il y a dans les années 90 ou à peu près. Donc c'est l'époque où on écoutait Francis Lalanne ou en tout cas un peu avant, on avait des cartes oranges et on utilisait le Minitel plutôt que l'Internet. On a tous vécu ça, je pense, à peu près ici. Et puis à l'époque, donc dans notre manuel, quand on a appris la psychiatrie, c'était un des manuels de référence pour apprendre la psychiatrie, c'était un abrégé écrit par notre maître Thérèse Lampérière, entre autres, qui affichait ces méthodes-là. Donc les 4 principales que j'ai mis en avant, les thérapies de soutien, les thérapies psychanalytiques, les thérapies comportementales et cognitives et les thérapies systémiques. Donc des courants de prise en charge qui étaient présentés à l'époque. On a appris comme étant les méthodes de référence. Alors, ces méthodes sont souvent assez ancrées dans le passé, dans une tradition psychothérapeutique, parfois très ancienne. Donc, je pense qu'on peut faire remonter les choses jusqu'à la philosophie en fait antique, avec des philosophes qui avec un angle différent, réfléchissaient au bien-être et à la sagesse au sens large. La psychologie s'est autonomisée à partir du XXe siècle ou à la fin du XIXe avec vraiment des écoles de pensée psychologique. D'ailleurs, en abandonnant, c'est un peu dommage, les aspects philosophiques, en tout cas positifs, hein, sur lesquels je reviendrai après. Et puis, il y a des courants qui sont installés, très vite la psychanalyse, et puis d'autres choses qui ont abouti à des démarches maintenant très ancrées dans la pratique et en tout cas dans un vrai sérieux, pas toujours complètement scientifique. Les approches TCC, hein, thérapie comportementale, sont basées vraiment sur la psychologie expérimentale, donc sur des méthodes scientifiques en grande partie, puis d'autres moins, c'est des traditions et des approches différentes. Mais tout ça, je pense, constitue aujourd'hui un corpus, enfin, une gamme de possibilités, ça va jusqu'à l'hypnose. L'hypnose, aujourd'hui, qui est très, en tout cas, demandée par les personnes. Il n'y a pas une consultation avec un nouveau patient qui ne me demande pas, et alors l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut en faire? Malheureusement, je trouve que c'est un peu décevant, mais c'est quand même une tradition très ancienne qui remonte à Mesmer. Le premier Mesmer qui a existé, c'était au XVIIIe siècle, qui faisait du magnétisme, il appelait ça le magnétisme animal, une approche espèce de conviction très forte, qui ressemble souvent à une espèce de méthode un peu d'influence quand même, mais qui était les tout débuts de la psychothérapie. Si je vous en parle, c'est qu'il a travaillé à Créteil, juste à côté de l'hôpital où je travaille, donc c'est un petit clin d'œil. Bon, voilà, ça c'était les racines et les branches de nos méthodes actuelles, mais qui existent depuis longtemps. Et alors, que peut-on dire des progrès depuis les années en question? Voilà, donc ça c'est depuis 25 ans, qu'est-ce on peut dire qu'on a vu comme progrès dans l'utilisation des psychothérapies? Et si je le dis, c'est vraiment, je pense qu'il y a eu des progrès très importants. Il me semble plus important même que, en tout cas, pour la majorité des médicaments psychotropes. C'est un des aspects quand même qui a changé des pratiques dans notre activité de psychiatre de manière assez importante. Donc c'est d'une part l'enrichissement et l'affinement des méthodes, les mêmes méthodes que j'évoquais tout à l'heure, mais qui ont été sûrement approfondies, développées, approfondies.
On a des études maintenant de recherche relativement importantes pour la plupart des méthodes, on va dire, les plus, enfin, celles qui sont étudiables sous cet angle-là. J'y reviendrai tout de suite. On ne peut pas le faire complètement pour toutes, mais maintenant, on a beaucoup de données de recherche qui prouvent, dans un certain nombre de cas, l'efficacité de la psychothérapie, des méthodes de psychothérapie, et puis d'autres travaux de recherche qui permettent de les étudier. Il y a un autre aspect important qui est, bon, moi, c'est pas un aspect de recherche, mais c'est un aspect de réglementation qui est quand même, qui a changer un petit peu les pratiques, parce que maintenant, n'importe qui quand même peut plus dire qu'il est psychothérapeute. Il y a un label qui est attribué par les autorités, notamment l'ARS, qui permet de dire telle personne est suffisamment bien formée pour se dire psychothérapeute. Alors on sait bien que dans ce cas-là, bon, les personnes vont trouver une autre façon de s'appeler. Hein. Ils ont trouvé d'autres termes qui sont pas protégés. Mais au moins, si vous allez voir quelqu'un qui vous dit qu'il a le titre de psychothérapeute, ça veut dire qu'il y a eu quand même un effort de formation et une reconnaissance. Et puis il y a eu, c'est là-dessus que je vais développer le plus, des nouvelles thérapies qui sont apparues depuis à peu près 25 ans, alors avec des échelles de temps un peu variables selon les cas, mais j'ai classé ça dans des nouvelles thérapies. Alors un petit focus juste sur, puisque c'était quand même la journée sur la recherche, qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui comme données de recherche sur les méthodes psychologiques, par définition, qui se prêtent moins au départ à des travaux de recherche très formels. On est, je pense, tous convaincus qu'on ne peut pas proposer des soins sans qu'ils aient été évalués. Et donc, c'est une nécessité d'évaluer l'efficacité des psychothérapies. On est dans le cadre vraiment de traitements, en tout cas qu'on présente comme des traitements. Il y a beaucoup de difficultés. C'est pour ça que c'est pas aussi bien fait que peut-être pour d'autres méthodes. Bon, je ne vais pas lister toutes les difficultés, mais souvent, l'effet qu'on obtient chez une personne est lié à beaucoup de facteurs différents. On a vu un petit peu les différents paramètres. Et c'est souvent des objectifs, on va dire, justement subjectifs du point de vue du patient et qui vont être variables d'une personne à l'autre et d'une méthode à l'autre. Et très souvent, surtout, on a du mal à comparer, de dire que telle méthode marche mieux qu'une autre ou que marche mieux que si on ne fait rien. Qu'est-ce que c'est ne rien faire? Ne serait-ce qu'évaluer quelqu'un pour voir comment il va, c'est déjà apporter quelque chose. Donc le placebo qu'on manie assez bien avec les médicaments, quoique, est encore plus compliqué à manier avec des thérapies parce que vous savez toujours ce que vous faites. Vous êtes rarement en aveugle comme on doit l'être théoriquement pour éviter d'être biaisé dans son évaluation. Alors pour tout ça, il y a des gros travaux qui ont été développés depuis 20 ans pour améliorer quand même cette évaluation et qui donnent un certain nombre de cas des réponses à un certain nombre de choses. Et puis malheureusement, tout ça, ça coûte cher en général, la recherche dans ces domaines-là, parce qu'il faut souvent faire travailler beaucoup de monde et avoir beaucoup de patients inclus. Et ça, malheureusement, c'est peu financé parce qu'il n'y a pas de financeurs comme il y en a pour l'industrie pharmaceutique, parce que malgré ce qu'on sait avec les inconvénients notamment du marketing, l'industrie développe des médicaments et donc propose des nouveaux traitements. En psychothérapie, il n'y a pas d'industrie des psychothérapies, en tout cas aussi riche. Et donc c'est avant tout à nous, enfin au pouvoir public ou au public ou à un certain nombre de chercheurs de faire ces recherches, et elles sont coûteuses, donc elles sont quand même moins développées de manière générale. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui se prêtent bien à ça, et c'est essentiellement les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Et d'ailleurs, on contribuait beaucoup à apprendre à comment mesurer les choses, ce qu'on appelle la psychométrie. Donc, se prête bien à ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de données sur l'efficacité des TCC. Alors, on va dire, oui, il y en a moins sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas. Ça veut dire qu'on les a moins bien étudiées. Donc, il faut se méfier des raccourcis. Mais en tout cas, on sait dire des choses beaucoup sur ces méthodes-là parce que, on va dire, l'esprit d'évaluation est vraiment inhérent aux thérapies comportementales et cognitives. Alors, je vais faire un petit focus sur un des travaux qu'on a mené avec une équipe de la Pitié, enfin de recherche de l'ICM, notamment avec l'équipe de Luc Mallet, avec lequel je travaille, et Margot Morgiev, là, en l'occurrence. Ça portait sur les TOC, parce que c'est un de nos sujets de recherche. On a juste essayé, alors ce n'était pas le premier objectif, mais quand même de mesurer l'efficacité d'une TCC sur les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, à une méthode un peu améliorée de TCC auquel on a adjoint une méthode informatisée, un nouvel outil numérique de travail vraiment sur le doute, sur la capacité à gérer le doute, puisque c'est une des problématiques essentielles du TOC, avec juste des exercices à faire sur ordinateur. Donc on a comparé des gens qui n'avaient que la TCC classique à des personnes qui avaient la TCC plus ce module informatisé. Donc deux méthodes de psychothérapie un peu différentes, mais sur la même pathologie.
avec 15 séances dans chaque groupe. Et puis surtout, l'objectif de cette étude, c'était de voir les effets sur le cerveau, en même temps que les effets sur la clinique, sur les symptômes, de la thérapie, à la limite des deux groupes de thérapie, en faisant des enregistrements d'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc d'IRM fonctionnelle, juste avant la thérapie. Et puis pendant la thérapie, il y avait jusqu'à 3 enregistrements d'IRM au milieu, puis à la fin de la thérapie, puis plus loin. L'objectif, c'était de voir comment évolue en fait l'activité cérébrale, dont on sait qu'elle est modifiée chez les personnes qui ont des TOC, avec un traitement qui est purement psychologique, puisque là, il n'y avait pas de médicaments, c'était des méthodes, on va dire, naturelles, hein, on peut dire bio, sans intervention chimique. Et pour autant, on sait que bon, l'activité cérébrale se modifie avec des facteurs psychologiques, et c'est bien ce qu'on a obtenu. Alors le premier résultat qui était plutôt décevant, même si, vu je dirais, la méthode utilisée, on aurait eu du mal à prouver vraiment une différence. Dans les deux groupes, on ne voyait pas de progrès significatif chez les patients qui faisaient la thérapie assistée, on va dire, par ordinateur. Bon, mais là, je pense vraiment qu'on n'avait pas assez de sujets, enfin, c'est de personnes, et ça n'exclut pas qu'il y ait quand même un intérêt supplémentaire. Par contre, sur le plan de l'imagerie cérébrale, donc vraiment cette étude un peu complémentaire, on a pu montrer en faisant, donc en gros, on enregistre l'activité des neurones au moment où on montre des images qui ont un lien avec le TOC. Et on était allé même jusqu'à filmer à photographier, par exemple, l'environnement de vie des personnes pour que ça soit vraiment un stimulant important de leur anxiété, d'une certaine manière, même si ça se fait évidemment de manière un peu protégée là, dans un appareil de radiologie, mais on leur montre des images et on voit les répercussions que ça a sur leur activité cérébrale, et notamment dans des régions qu'on sait impliquées dans les TOC. Et on voit, alors si on peut remettre la diapo sur la courbe à droite, qu'au fur et à mesure, là, c'est dans des endroits comme ça, dans des zones du cerveau, j'ai pas de flèche, qui sont par exemple le cortex orbitofrontal, pardon, je vais trouver, voilà, ici. On mesure en fait à quel point ces zones du cerveau sont actives lorsque l'on montre des images, donc en fait sont suractives par rapport à des personnes qui n'ont pas de TOC. Et au fur et à mesure, et de manière tout à fait parallèle avec leur amélioration en termes de symptômes, on voit que ça diminue. Donc là, c'est avant le traitement, et puis au milieu du traitement, après le traitement, et puis même à distance. Donc il y a une amélioration concomitante, objective là en l'occurrence, puisque c'est un enregistrement de fonctionnement cérébral, et qui en plus est, on va dire, est un peu prédictif, c'est-à-dire ce qu'on a obtenu au début lors de le premier enregistrement de l'IRM est prédictif du résultat à la fin, donc c'était aussi intéressant sous cet angle. Bon, voilà, juste un exemple de ce qu'on peut faire réellement avec des méthodes psychologiques en les confrontant avec une approche plus biologique, on va dire. Alors l'autre élément que je voulais amener, ce sont vraiment de nouvelles thérapies qui sont apparues depuis, selon les cas, 10, 15, 20 ans, ou voire un petit peu plus. Et j'en ai listé, c'est peut-être pas exhaustif, mais c'est les 7 qui me paraissent assez déterminantes dans notre pratique d'aujourd'hui. Donc c'est dans ce qu'on recueille aujourd'hui comme méthode et ce qu'on enseigne aux étudiants actuels sur Internet et plus sur Minitel. Et sans carte orange, surtout dans les jours de pollution. Donc c'est le jeu des 7 familles. Donc je vais juste faire une petite diapo sur chacune des méthodes pour avoir vraiment un condensé. Je suis désolé, ça va vite, mais c'est un aperçu. Alors le premier domaine, c'est très large, mais on est obligé de commencer par là. C'est celle qui se développe le plus. C'est ce qu'on appelle encore les thérapies comportementales cognitives de troisième vague. Donc les troisième vagues des TCC. Pourquoi troisième? Parce que historiquement, c'est d'abord été du comportemental, l'action sur le comportement de la personne. Ensuite, la cognition, l'action sur les modes de pensée de la personne. Et là, c'est plus globalement, on dit surtout sur les émotions, mais c'est plus que ça, c'est une autre façon d'approcher les problématiques qui sont plus dans l'expérience vécue, avec des méthodes vraiment de mise en situation de ressenti émotionnel, et puis d'une approche qu'on appelle métapsychologique. Alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est des changements dans l'attitude que l'on a vis-à-vis de sa propre activité mentale, vis-à-vis de ses émotions. Donc en fait, souvent des changements de perspective, du recul qu'on peut prendre en gros par rapport à certains symptômes, par exemple, que l'on ressent. Vous allez me dire, c'est un peu commun à toutes les psychothérapies, c'est vrai, en tout cas c'est le but recherché, mais ces méthodes-là, en fait, ont plus cette finalité-là dans l'action elle-même. Donc on va travailler directement sur ces phénomènes métapsychologiques, ça veut dire au-dessus de la psychologie, on peut dire, ou la psychologie sur la psychologie. Alors, ce sont des méthodes qui sont maintenant très à la mode, on va dire, mais souvent à juste titre. J'en ai cité 3 groupes. La thérapie des schémas, qui s'adresse plutôt aux troubles de la personnalité, développée par un
4 qui est Jeffrey Young, des méthodes très larges qu'on appelle de pleine conscience, donc qui sont les plus connues aujourd'hui, les plus diffusées, donc autour de méthodes proches, enfin de méditation, mais d'une forme particulière de méditation qu'on appelle de pleine conscience, qui s'adresse à la fois au stress, à l'anxiété et puis à la dépression en majorité, mais pas le traitement de la dépression, je dirais en première attention, c'est plutôt la prévention des rechutes dépressives. C'est comme ça en tout cas que ça a été conçu. Et puis une dernière méthode un peu plus complète qui s'appelle ACT, en anglais en tout cas, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui inclut des éléments à la fois de pleine conscience, mais aussi d'engagement dans des valeurs et puis dans d'autres aspects comme ça compliqués. Je vous disais, c'est très à la mode. Bon, il y a un aspect sûrement un peu excessif dans la médiatisation, mais bon, je ne pense pas tant que ça, parce qu'il y a un vrai sérieux derrière. Alors, il y a même beaucoup de recherches, et Mathieu Ricard, notamment, là, que vous voyez là, il a été impliqué, parce qu'il a essayé de montrer les effets cérébraux, par exemple, aussi de ces méthodes. Mais je crois que réellement, dans la pratique, il y a un apport significatif, qu'on n'aura pas le temps de développer, donc, parce que je vois... Je vois tout de suite. Donc, je passe sur les résultats. Il y en a beaucoup et je vous les donnerai si vous le souhaitez. Donc, je vais faire défiler en accéléré les quelques petites notions supplémentaires. Donc, le MDR, je pense que vous connaissez peut-être, qui est aussi quand même un apport récent et qui a, je pense, toute sa place dans le traitement des traumatismes, des psychotraumatismes. C'est une méthode, au départ, qui paraît assez baroque, qui fait rire tout le monde au départ. Et puis, tous les spécialistes qui s'y intéressent vraiment et qui voient surtout les résultats auprès des patients sont assez vite convaincus, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a une version de thérapie de troisième vague qui s'adresse aux troubles de la personnalité de type état limite, qui a été développée par Marshall Linehan aux États-Unis, qu'on appelle la thérapie comportementale dialectique, qui a aussi montré des bons résultats dans la prévention, par exemple, des risques suicidaires chez ces patients état limite, comme on dit, ou borderline. La thérapie interpersonnelle, qui est une variante de thérapie comportementale, mais associée à d'autres approches plus proches de la théorie de l'attachement, notamment, qui a vraiment un intérêt parce que très ciblée sur les aspects relationnels des personnes avec leur entourage, notamment dans les situations de conflit ou de deuil ou de rupture. Et puis un champ très large que j'aurais bien aimé développer, mais je ferai un autre jour, qu'on appelle la psychothérapie positive, autour de la psychologie positive. La psychologie positive, en gros, c'est non pas seulement de soigner les problèmes, mais c'est d'essayer d'aller mieux de manière générale. Et même quand on va bien, on peut essayer d'aller encore mieux. Et donc de chercher, en gros, une certaine forme de bien-être, de bonheur. Et on se dit que si on utilise ça chez des patients, alors plutôt quand ils vont un peu mieux, pas en phase aiguë, on peut espérer qu'ils aient des ressources ainsi pour, par eux-mêmes, en fait, mieux se défendre contre les risques de maladie. Donc c'est des programmes assez particuliers de psychothérapie basés vraiment sur la recherche des émotions positives ou du positif de manière générale. Et je pense que ça a toute sa place. Il y a quelques données assez précises qui montrent l'intérêt, notamment contre aussi les risques de dépression, à la fois chez des patients, mais aussi chez des jeunes, par exemple à l'école. Il y a de plus en plus de programmes qui permettent à des enfants ou à des adolescents d'avoir accès à une méthode de développement de dimensions positives pour mieux lutter contre les effets du stress ou les effets, on a parlé de la résilience tout à l'heure, c'est un peu dans cette idée-là, d'un certain nombre de facteurs négatifs. D'accord. Alors j'ai juste ça pour vous dire un petit mot des nouvelles technologies, parce que on en parle beaucoup et on l'a déjà eu. On aura dans la table ronde. Donc ça existe, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et quelqu'un en a parlé ce matin, je crois que c'était une bonne idée. Et donc, et puis, aspect médicamenteux associé aux thérapies, il y a des recherches. Alors pour l'instant, c'est pas appliqué de manière courante, mais où on va essayer de potentialiser l'effet des thérapies par des médicaments, pas du tout avec des médicaments au long cours, mais juste une prise au moment d'une séance, par exemple, de TCC. Donc vous savez peut-être qu'il y a un protocole en ce moment à la PHP sur les effets d'une thérapie sur le stress post-traumatique pour les victimes d'attentats, où en fait c'est à peu près cette idée-là. On fait une approche très brève d'une méthode basée sur un changement de la mémorisation du trauma, et on a un médicament qu'on prend une seule fois, et on espère montrer qu'il y a une bonne efficacité sur le stress post-traumatique. Donc, pour conclure, je pense que les progrès, c'est d'abord des approches plus rationnelles, plus, je veux dire, scientifiques de la psychothérapie, avec surtout la notion d'ouverture et d'intégration de plusieurs approches. Je pense qu'il n'y a pas un thérapeute qui peut dire qu'il soigne tout et tout le monde. Les bons thérapeutes, en général, ils ont une gamme de possibilités, de savoir-faire, et ils vont les choisir vraiment de manière
manière individuelle. Je crois que la médecine personnalisée, elle s'applique encore plus à ce domaine-là, où il faut choisir la bonne méthode au bon moment, parce que ça peut changer en plus. Donc il y a tout un tas de gamme de procédures qui existent maintenant. Les aspects de remboursement sont toujours malheureusement un obstacle, mais on y travaille et il y a des progrès actuels sur lesquels on peut trouver. Et en fait, le seul mot en fait sur lequel je voulais insister, c'est que tout ça, ça permet normalement de vous donner ou de donner aux usagers potentiels vraiment le choix, en étant informés, comme les choix qu'on fait en médecine, informés de ce qui existe, mais c'est plus au docteur de dire voilà ce qu'il vous faut, je crois que c'est fini ça, il faut qu'on vous explique, on explique les choses aux personnes et après elles choisissent ce qui leur convient. En général, elles savent très bien ce qu'il leur faut. Pardon d'avoir été un peu long. Merci de votre attention.